Bonsoir. Salut, ça va? Très bien. Et vous? On est un couple confiné. J'allais Bon. dire, vous êtes confinés ensemble en plus? On a pensé, il est tellement workaholic qu'il m'a obligé de me confiner avec lui, comme ça on continue à travailler. Vous, par rapport à l'hôtellerie que vous exercez, vous avez exercé et que vous allez continuer à exercer, qu'est-ce que vous voyez comme impact de cette crise, comme nouvelle tendance, comme chose où il tient? Alors, j'ai bien entendu sur beaucoup d'aspects, vous êtes déjà très en avance de la réflexion, mais peut-être, Ouais. je sais pas, sur la restauration, où tiens, on va faire des circuits courts avec des produits frais, ce que vous faites probablement déjà aussi, mais comment vous pouvez partager avec les gens qui vont regarder cette émission, je vais appeler ça des tricks ou des réflexions que vous avez vous personnellement tous les deux sur voilà comment on voit l'hospitalité, comment nous on la fabrique. J'ai bien compris que c'était votre patte à vous, mais comment ça s'inscrit dans ces tendances. Donc il y a plein de sujets. Alors d'abord, ce qui nous conforte, c'est on est malgré tout, il y a quand même des choses qui fonctionnent très très bien en France. On est très très bien soutenu et très bien accompagné par la BPI. Ah. Et donc fort de ça, la BPI est rentrée dans le capital de notre holding pour nous donner les moyens de notre stratégie, parce on a quand même une stratégie assez ambitieuse avec l'ouverture de 3 sites en F&B, en restauration, et 3 hôtels en France dans les 2 ans qui viennent. Et des hôtels situés à Beaune, à Béziers. Béziers, on a racheté la vieille prison de Béziers, qui est un site incroyable. On va faire 56 chambres et tout. Et donc, du coup, ça nous a donné beaucoup de moyens d'avoir, mais pas que des moyens financiers, mais aussi d'avoir la BPI à nos côtés. Tout à l'heure, on parlait de l'ADN. Michel, vous évoquez Beaune-Béziers et le troisième, pour le troisième hôtel? Alors, en fait, on a une stratégie sur Paris d'acheter plusieurs petits hôtels. Donc, on en a déjà un, et on a 3 hôtels en vue pour avoir environ 200 chambres sur Paris à gérer, avec une conciergerie virtuelle. Mais ça sera pas des hôtels 4 étoiles, c'est des hôtels 3 étoiles haut de gamme. Parce qu'on a considéré que même les gens qui n'étaient pas de la profession d'hôtellerie, ils achetaient des hôtels 3 étoiles, ils en faisaient des 4 étoiles pour gagner de l'argent le plus vite possible et puis les vendre plus cher. Nous, on va gagner de l'argent en accueillant les gens et en ayant des gros édredons, des beaux oreillers, et pour qu'on puisse bien dormir. L'hôtellerie, c'est une belle literie, la propreté. Et accessible. Et bien sûr accessible, puisqu'on restera dans une gamme 3 étoiles. Mais je dirais que tout à l'heure, je vous parlais de l'ADN, c'est de replacer l'humain au centre. Notre ADN professionnel, bien sûr, les circuits courts et tout, mais bon, ça, on n'invente rien. Et de toute façon, ça va être une évolution normale. Mais notre volonté et notre réussite qu'on a eue à l'hôtel Aix-en-Provence au Pigonnet, c'est qu'on est resté des commerçants et on a créé des lieux avec une grande porosité. Ça veut dire que l'idée, c'est de créer des lieux où les gens sont obligés de se rencontrer, alors que normalement, ils ne devraient pas se rencontrer. Donc, on a ouvert les portes aux Aixois qui sont venus, qui venaient jamais boire un verre dans un hôtel, et on a fait en sorte qu'ils puissent rencontrer les Américains, les Grecs qui venaient, ou des gens qui venaient de Paris, tout ça. Donc, c'est la porosité du lieu, et d'ailleurs, cette porosité, on la retrouve à la fois dans nos projets immobiliers, parce que c'est des gens qui travaillent, qui habitent, des enfants qui partent à l'école le matin, des gens qui viennent travailler, qui se croisent, et puis, et en fin de compte, c'est toutes les séquences de la vie au même endroit. Et c'est ça qui nous plaît. C'est très amusant parce que l'un et l'autre, hein, quand vous parlez de ça, vous parlez avec le sourire. Il y a une espèce de sens de l'hospitalité qui est complètement génétique chez vous. Hein. Parce que c'est le but d'un hôtel, c'est le but d'un restaurant, c'est le but, comme moi je l'ai toujours dit, même bien avant de rencontrer Michel, à partir du moment où on est dans un métier de service, tout est dit dans le mot service. On est à la disponibilité du client, on est là pour le satisfaire, on est là pour qu'il se sente bien dans les lieux qu'on lui propose. C'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait plus simple d'avoir 200, 250, voire 300 chambres dans Paris que d'avoir un gros hôtel de 150 ou 200 qui devient une espèce d'usine à gaz très difficilement gérable, sauf par des gros groupes. Mais pour un petit groupe comme nous, il vaut mieux qu'on ait
10 unités de 15 chambres, ou voire 20, plutôt que d'avoir une grosse unité de 200. C'est limpide. Vous restez des hôteliers au sens natif du terme. L'hospitalité. Nous sommes des hôteliers. Et ça, c'est son avance. J'ai pas entendu. Nous sommes des aubergistes. Ah oui, Marcel, bravo. J'ai oublié, quand on a repris le Pigonnet, c'est un des plus beaux métiers du monde. Oui. Et on a pris énormément de plaisir. Alors par contre, il faut vous dire une chose. Nous, on est les rêveurs de la bande. Hein. On a toute une équipe derrière. C'est des jeunes qui sont sortis de l'école hôtelière de Lausanne, qui sont hyper efficaces et qui essayent de nous cadrer. Et nous, on est les troublions de la bande. Mais bon, voilà, c'est une belle équipe. En général, on dit que quand ça fonctionne bien, ça vient généralement de la tête. Il y a un proverbe chinois qui dit que ça pourrit par la tête. Là, je dirais qu'en fait, ça magnifie par la tête. Donc, vous devez inspirer aussi énormément les gens qui bossent pour vous. Non, je ne sais pas si on les inspire. Je pense que de nouveau, c'est un peu ce qu'on disait avant. Il y a une homogénéité et un équilibre dans ce groupe qui travaille ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plutôt déco, il y en a qui sont plutôt finance, il y en a qui sont plutôt Margaret Thatcher, par exemple la fille de Michel, c'est-à-dire que ça marche au doigt et à l'œil. Et c'est cet équilibre qui fait que le groupe fonctionne. Ou en tout cas qu'on travaille dans la bonne humeur et je pense dans une forme d'efficacité. Ça, c'est certain. Donc, et aussi pareil, c'est toujours pareil, la porosité entre générations. C'est-à-dire qu'ils ont 30 ans, voire 25. Ouais, c'est vrai, 25, 30 ans, 40 ans et 60. Je voudrais rebondir sur ce que vous aviez commencé à évoquer sur les usages. Et aujourd'hui, la frontière entre son lieu de vie et son lieu de travail n'existe, ou en tout cas commence à s'effacer. Mais aussi dans l'hôtel, entre guillemets, vous disiez, je travaille pas dans ma chambre d'hôtel, mais aujourd'hui, les hôtels sont aussi des lieux. Enfin, moi, je vais prendre mon exemple. Ça fait 4 ans que je travaille entre la maison, des tiers-lieux et des hôtels, justement, parce que maintenant à Paris, on a nombreux choix pour venir travailler dans des lieux qui sont à la fois beaux, etc. Donc cet usage du travail dans l'hôtel, alors qu'on n'est pas client de l'hôtel, on va dire on n'y dort pas, c'est un des éléments qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Comment vous voyez justement, vous, l'intégration de cette logique de lieu de travail ou de lieu qui a d'autres vocations que simplement dormir et nourrir? Alors, c'est hyper intéressant parce qu'on est dans le cœur du problème ou de la solution. Vous avez tout à fait raison, mais ça, c'est des habitudes qui viennent des grandes villes et c'est pas encore en province. Et moi, c'est exactement ce qu'on vous disait. Créer l'hôtellerie, pour moi, c'est un des endroits où on doit créer de la porosité entre les gens pour qu'ils puissent se rencontrer. Et on est persuadé, moi, je suis un grand philosophe. Non, mais je suis persuadé que dans les 15 ans qui viennent, on va devoir vendre du lien social. Et cette idée, ce n'est que ça. C'est-à-dire que aller dans des gens avec Internet, ils sont chez eux, le télétravail, ils seront obligés d'aller se croiser dans des endroits pour avoir un lien social. Sinon, on va tous devenir fous. Regardez les problèmes. Il y a tout dans le coronavirus. Toutes les solutions, il est là pour nous donner des solutions. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois, il y a des dauphins qui viennent se baigner à Venise, il y a des baleines qui viennent au large de Marseille, et puis ce confinement, il nous donne envie, il nous dit juste une chose, c'est bien beau d'avoir Facebook et vos réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on crève d'envie de se revoir et de se prendre dans les bras. Donc en fait, c'est ça l'hôtellerie. Et nos lieux, c'est exactement ça, vendre du lien social. C'est la grande démarche vers laquelle on doit aller dans les années à venir. Donc c'est facile une fois que vous avez, je pense, une fois que vous avez compris ça, de faire un lieu qui tend vers ça. La difficulté, c'est les financements, c'est les coûts de l'immobilier dans certains endroits et tout. C'est pour ça qu'on va dans des endroits et où on va toujours, où on est accompagné. Vous voyez, on a beau dire, mais on a trouvé un vrai partenaire en la personne du maire de Béziers. Il avait vraiment envie d'améliorer sa vie. On a été très surpris. Il y a quelques années, on avait un immeuble à Béziers d'ailleurs, qui était loué par la NPE à l'époque. Et aujourd'hui, on a vu la ville, il y a eu un progrès énorme.
et tout va très vite. C'est un facilitateur. Le maire de Beaune, c'est un vrai partenaire. Il a rêvé cette cité du vin. Il avait besoin d'un hôtel à l'intérieur. Il gère sa ville d'une main de maître. On est très très heureux d'accompagner. Donc voilà, c'est ça. Après, la ville de Paris, bon, c'est plus stratégique. Je pense que on a besoin de chambres d'hôtel pour une catégorie de la population qui n'est pas forcément avoir envie d'aller dans les palaces. On n'a pas envie de participer à cette course. On en a d'ailleurs pas les moyens. Puis n'oubliez pas aussi un truc, c'est qu'on s'aperçoit très très vite que l'endroit où on passe le moins de temps, c'est sa chambre d'hôtel. Généralement, on l'utilise pour dormir. Donc, il faut pouvoir proposer à la clientèle intérieure à l'hôtel et extérieure à l'hôtel des endroits, que ce soit des bars, que ce soit des lounges, où ils se rencontrent, ou viennent travailler. Voilà. C'est clair. C'est un lieu de vie. J'avais une autre... Un lieu de vie. Vous évoquiez, parce que là, et je pense que c'est un fil rouge vraiment super intéressant sur cette notion de création de lien social et du coup donc de vente de lien social, si on le transpose au business. Ce que vous avez évoqué par rapport à ce que nous apprend le coronavirus et sur l'effet actuel sur la biodiversité, et les prises de conscience peut-être sur ce qu'on a fait à l'environnement, puisque tout ça est évidemment lié. On doit quand même développer nos activités, le business, dans les limites que nous impose la planète. Et ça, jusqu'à présent, on n'en tient pas beaucoup compte. En tout cas, le monde alors c'est un vrai sujet pour le monde de l'immobilier que je vais mettre de côté, mais c'est un énorme sujet pour le monde de l'immobilier. Et dans le monde de l'hôtellerie et de l'hospitalité, comment vous voyez-vous la prise en compte de ces enjeux-là? Christophe, la première fois que vous êtes entré au Pigonnet, c'est le jardin qui vous a émerveillé et emporté. Comment on inscrit l'activité d'aubergiste, de gens qui accueillent, de gens qui sont là pour dans un contexte qui soit respectueux aussi pas seulement de l'humain, mais de la nature qui nous entoure? Sur le Pigonnet en particulier, c'était impossible. Le Pigonnet est fait par son jardin. C'est-à-dire que la vieille bâtisse du 18e ou du 17e, je crois plus du 18e, est sublime. Mais c'est pas ce qui faisait l'hôtel. Ce qui faisait l'hôtel, c'est ce jardin qui a 300 ans d'âge. Pour faire un jardin de 300 ans, il faut 300 ans. Il suffit pas de planter des arbres qui ont 100 ans. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une homogénéité dans cette nature qui fait qu'elle est en accord avec elle-même, donc tout est juste. On pouvait replanter des rosiers, replanter d'autres plantes, c'était toujours juste. La nature est toujours juste, qu'elle soit la flore ou la faune. Il n'y a pas une faute de goût dans la nature, jamais. Donc, quand j'ai vu ce jardin, j'ai dit à Michel, il faut qu'on ait cet hôtel. Et après, c'était une belle endormie que Michel, sa fille, nos petites équipes ont réveillé, ont redonné le goût aussi aux employés qui s'endormaient avec la belle endormie. Parce que quand on a 4 clients par semaine ou même par jour, ça motive pas vraiment à travailler. Mais quand tout à coup on a un restaurant qui fait 90 ou 120 couverts sur les 2 services, les gens sont heureux. Donc voilà. Et moi, ce qui m'a le plus dérangé dans le Pigonnet, c'est d'avoir 5 étoiles. J'aurais exactement voulu, comme Michel, que ce soit une auberge de luxe. Oui, parce que dans le 5 étoiles, c'est de toute façon déjà limiter la population qui peut y aller. Vous voyez, c'est presque à la limite. Oui, c'est psychologiquement un frein. Et dans votre question, moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on va pas révolutionner. C'est-à-dire, je crois qu'on est capable de consommer sans gâchis. Si on arrive à bien gérer les déchets, tout organiser pour qu'on puisse les gérer au mieux, c'est une chose. Après, le métier d'aubergiste, il a existé depuis la nuit des temps. Donc, il n'y a pas de raison de dire... Moi, je pense qu'il faut bien le faire. Et bien le faire aujourd'hui, c'est pas simplement le faire en acceptant les gens et tout. Il faut qu'il y ait un ensemble de choses, y compris dans la gestion de ce qui ne se voit pas. Mais ça, pour pouvoir le réussir, il faut que les collectivités et l'État prennent les décisions pour pouvoir nous donner les moyens de le faire. Donc,
je sais pas répondre à cette question. Je pense que c'est un ensemble de choses, une prise de conscience générale qui fera que on gérera mieux les déchets, on gérera mieux les transports. Peut-être avec des espaces plus petits, parce que c'est vrai, il y a une concurrence. Enfin, quand on se rend compte du nombre de chambres, des voyages, ça va être un vrai chamboulement, je pense, au niveau des transports internationaux. Mais c'est ce que vous disiez au début, si les humains commencent à bouger moins, alors après, on peut avoir des débats, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a les humains qui ont besoin, envie de bouger, et ça, c'est l'humanité a toujours eu besoin d'aller voir plus loin. Mais il y a la réalité effectivement dans laquelle on est. Et évidemment, il y a pas de vérité là-dessus. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que les gens vont changer de comportement? Est-ce qu'on va partir comme avant? Est-ce que ce sera un truc entre les deux? Non. Vous dites non. Non. Moi, je pense que, au contraire, très, très rapidement, le business du voyage, le business du businessman, l'hôtel du businessman, qu'il soit un 3 étoiles, un 4 étoiles, un 5 étoiles, et le tourisme, l'envie d'espace, l'envie de sortir de chez soi, l'envie de connaître d'autres pays, d'autres lieux, va reprendre tout de suite. Ça, alors personnellement, peut-être que je suis un grand optimiste, mais j'ai toujours été comme ça. C'est quelque chose d'intuitif. Je sens que le premier truc qui va reprendre, c'est cette envie de s'échapper de chez soi. Comme disait Michel avant, on n'a qu'une envie. C'est génial de faire cette interview avec vous deux par visioconférence, mais ça serait quand même mieux qu'on soit face à face. Oui, on est d'accord. Donc, on a envie de se voir, on a envie d'être ensemble. Mais entre l'envie de s'échapper de chez soi en prenant un avion pour l'autre bout du monde ou le fait de partir, on va dire, dans un mode de voyage qui soit aussi plus respectueux des limites de la planète, parce que c'est un sujet, hein, c'est-à-dire on peut considérer qu'on va continuer à utiliser l'aérien. Et je fais partie des gens qui adorent voyager, qui prennent beaucoup l'avion. Moi, par exemple, c'est un sujet très important là, c'est est-ce que je vais continuer à voyager de la même manière? La réponse est aujourd'hui non. On ne peut pas continuer à voyager de la même manière, dans les mêmes en tout cas en l'état de nos moyens de transport, on va dire. Demain, on fera des avions solaires qui permettront de nous bouger partout dans le monde sans impacter la planète, mais on n'y est pas. Est-ce qu'à court terme, l'envie de s'échapper de chez soi, elle va être aussi, en tout cas, bon. Et vous avez raison. Moi, je suis de votre avis. Je pense pas du tout. Enfin, je pense pas comme Christophe, mais j'en sais rien. C'est juste. Je pense que dans un premier temps, peut-être que les gens, la première chose qu'ils vont faire ou vont avoir envie de faire, c'est de se retrouver. Maintenant, les voyages, il faut trouver des solutions. Il y a aussi une chose qui m'a interpellé, moi, pendant cette crise du coronavirus, c'est que vous avez vu comme le temps ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il passe, mais même plus à la même vitesse. Et en même temps, il passe assez vite. Il est parfois un peu long, le temps. Non, mais moi je trouve que peut-être que on va faire voyager les gens de manière plus intelligente. Ça veut dire que on prendra pas tous les vacances au même moment. Peut-être qu'il faut régenter de manière plus harmonieuse les transports, parce que malgré tout, regardez, même à Aix-en-Provence, le taux d'occupation moyen il est de 65%, parce que les gens ils viennent tous pendant l'été. Alors, il faut peut-être régenter de manière différente le temps. On verra. De toute façon, ça, alors, pour l'instant, il faudrait vraiment être devin pour imaginer comment ça va évoluer. En plus, il risque d'avoir, pour finir, tellement de dégâts dans les compagnies aériennes. Non, ça va être compliqué quand même d'organiser ça. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous voyagez beaucoup et que vous allez changer votre mode de transport, votre manière de voyager. Moi, je voyage beaucoup aussi. Je sais que dès que je peux prendre l'avion, je vais prendre l'avion. Tout de suite. Oui. C'est-à-dire, si c'est le 12 mai, je le prendrai peut-être le 12 mai. Si c'est début juin, je le prendrai début juin. Mais je vais monter dans un avion, que ça soit pour aller en Suisse, voir ma mère, à New York pour voir ma fille, ou chez moi à Los Angeles, je vais monter dans un avion tout de suite. Donc, je pense qu'il y aura au niveau de la population des gens comme vous et des gens comme moi. Oui, absolument. Voilà.
Mais Christophe, c'est sûr, c'est compliqué d'aller à Los Angeles en train quand même, hein, mais. Non, mais je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je vous dis franchement, quand je suis en Europe, c'est-à-dire l'Europe voisine, même si l'Angleterre est plus dans l'Europe, elle est quand même voisine, je prends le train. C'est le meilleur moyen de transport qu'il y a. Par contre, c'est ultra, c'est du super confinage. C'est-à-dire que là, on confine à tout le monde. Mais dans un avion, pareil. Mais c'est vrai qu'après, sur la manière dont on voyagera demain... La promiscuité. Mais promiscuité a aussi le lien avec le côté tourisme de masse. On sait déjà qu'il est un peu derrière nous. Là, vous avez sans doute dû voir que le maire de Venise a annoncé qu'il souhaitait mettre fin à ce tourisme de masse dans sa ville. Après, c'est quoi les modèles effectivement, la saisonnalité, moi je crois comme vous au côté small is beautiful. On va être dans des logiques beaucoup plus petites, beaucoup plus intimes peut-être, beaucoup plus personnalisées que les grandes périodes qu'on a connues avec des millions de gens qui voyagent dans des conditions, on va dire, effectivement de quantitatives. C'est tout ça est un peu derrière nous. Ceci étant, ça pose la question effectivement un point important que vous évoquiez, de l'accessibilité. C'est-à-dire que le type de voyage auquel on aspire, il est peut-être en termes de prix, de coût, il n'est peut-être pas aussi accessible de la même manière. Et je trouve intéressante l'idée que vous développez les 3 étoiles à Paris, par exemple, c'est-à-dire de proposer une expérience qui va être quand même hyper quali, mais à des tarifs peut-être plus intéressants. Mais la raison pour laquelle on s'est aperçu de ça, c'est que les gens n'ont pas d'alternative. Oui. Ou c'est le 4 étoiles, si on veut se dire qu'on est dans un hôtel un peu plus luxueux, ou c'est le 5 étoiles pour le grand luxe, ou c'est le palace. Après, on arrive dans des 3 étoiles. Le 3 étoiles qu'on a acheté, le mec en avait rien à foutre. Il voulait pas avoir un panel de clients qui reviennent. Il s'en foutait. Il était plein à 98%, 95%. Ce qui est toujours le cas, quoi. Pas aujourd'hui, mais ce qui était le cas quand on a repris le fond de l'hôtel. Mais nous, on veut fidéliser notre clientèle. Donc, on a refait des chambres, on a refait toutes les chambres, on a redonné une vie à un hôtel qui, en fin de compte, était triste. C'est tout. Et si on fidélise le client sur notre petit groupe de 3 étoiles qu'on veut construire, on a tout gagné. Mais est-ce qu'il ne faut pas du coup créer de nouvelles catégories? Ça fait je ne sais pas combien de décennies qu'on fonctionne avec ce système d'étoiles. Il y a peut-être on peut le faire. On peut faire une catégorie qui s'appelle des 100 étoiles. Non, même moi j'ai mieux. En fait, notre catégorie, c'est je reviens parce que je me sens chez moi. Et on s'en fout à la limite des étoiles. C'est vrai que les étoiles, c'est pour donner un critère quand quelque part, mais il n'y a pas mieux qu'un petit hôtel rempli d'habitués. Donc l'enjeu il est là, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on s'est dit c'est que et vous avez tout à fait, moi je suis complètement de votre avis, mais vous voyez c'est notre dualité, c'est là où c'est intéressant parce qu'on ne sait pas lequel aura le plus raison, mais moi je suis de votre avis, j'espère que le tourisme de masse va évoluer vers un meilleur tourisme et que quelque part c'est la fin des booking.com qui vendent parce que c'est un peu vrai, c'est eux qui nous incitent et puis les notes et je pense que quelque part il faut aller vers un tourisme, une auberge qui va fidéliser ses clients et qui si vous fidélisez le client parce que c'est la seule manière d'être efficace. Sinon, on fait n'importe quoi et donc il faut remplir et on connaît plus le client. Donc voilà, l'idée c'est un peu ça. Non, mais ça dépend aussi de l'échelle à laquelle on se situe. Oui. Un groupe comme Marriott a 250 millions de clients fidélisés à Marriott et leur marque. Au même titre chez Accor, au même titre chez Hôtel International Group. C'est-à-dire, ils ont fidélisé sur les 6 premiers. C'est toujours plus de 100 millions de clients qui n'iront que chez Hilton, que chez Marriott,
Donc, nous, on peut pas se comparer à ça. Mais, excuse-moi, avant les grandes chaînes, et j'ai beaucoup de respect pour elles, hein, franchement, chapeau bas de gérer 30 000 ou 100 000 chambres d'hôtel dans le monde, c'est quand même... mais au départ, elles faisaient le même hôtel partout. Et vous savez quoi? C'est toujours la même chose. Nous, avec Christophe, vous avez raison, on a fait tellement de métiers différents, on a vendu des plats cuisinés, mais avant, on faisait le même yaourt dans le monde entier, avec des petites variantes de goût en fonction des pays. L'hôtellerie, c'était pareil, ils faisaient la même chambre dans le monde entier. Maintenant, ils sont tous en train de faire à travers leur chaîne, des enseignes pour avoir un autre aspect, une autre décoration et tout. Une diversification. Et oui, parce que même si Marriott et les autres ont 100 millions de clients fidèles, quel âge ont ces clients? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouvelles générations n'ont pas toutes, on va dire, adopté, et ça, c'est aussi la génération Airbnb, adopté le réflexe hôtel complètement. C'est ce que créent ces grandes marques. Ils créent des hôtels accessibles à toutes les bourses. Oui. Donc, les jeunes vont avoir la marque qui s'appelle je sais pas quoi. Ceux qui veulent avoir quelque chose de plus familial, de plus auberge, où il y a une autre marque, etc., etc. Donc, en fin de compte, c'est intéressant de suivre ces grands groupes en essayant de s'intégrer. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait jamais être au milieu. Si on peut pas être Marriott ou International Hotel Group, il faut créer quelque chose qui, en fin de compte, est une niche. Oui. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre petit groupe, c'est de créer une niche d'hôtel atypique qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous savez, Proust, il a écrit Le temps retrouvé quand il s'est installé à l'hôtel. Et moi, je pense que... Je comprends. Et je pense que Christophe, c'est le descendant spirituel de Proust. Mais par contre... En toute modestie. Hein. Par contre, spirituel... C'est juste l'hôtel qui nous rattache, c'est tout. Mais par contre... Non, t'es écrivain aussi. Oui, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve que la réponse des hôteliers à Airbnb, c'est ça. C'est-à-dire que vous venez chez nous comme chez vous. Et je pense que aussi bien dans l'immobilier que dans l'hôtellerie, il faut garder ça à l'esprit. Et je pense que c'est un petit peu notre chemin. C'est de créer des lieux où on se sente suffisamment bien et reconnu pour pouvoir avoir envie de revenir et de se sentir après. Et c'est peut-être ça qui fera que on voyagera un peu moins loin pour avoir plus de qualité humaine que d'aller dans un endroit asymptotique où on n'est même pas reconnu, où on met. Moi, ça m'avait beaucoup marqué la première fois que j'avais été en Chine. Ils portaient pas leur vrai nom là pour plus de facilité. Ils s'appelaient tous John. En tout cas, enfin, merci encore une fois pour votre spontanéité. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.